Good day. My name is Ebish Takasi and I'm happy to Bonjour, je suis moderate Ebish this Agassi, je session. vais modérer cette séance. I'm a consultant, Et a senior donc, je consultant suis specializing in consultante senior qui financial se inclusion, spécialise en and I inclusion have the pleasure financière. of Et j'ai directing le your plaisir de questions to diriger vos Kathleen, who is questions our à speaker Kathleen, today. qui est So notre please do post your questions présentatrice in the aujourd'hui. Et question and vous allez, s'il answers. vous plaît, n'hésitez You'll pas à poser find vos the box questions at the bottom of your dans screen, le and we'll bouton que vous also be trouverez en bas à answering droite questions pour via poser les email. But questions. before we Et start, n'oubliez I'd pas, like mais to give avant you de a little bit more démarrer, information j'aimerais vous about donner un petit Kathleen. peu plus Kathleen d'informations Tobey is a sur global Kathleen. gender Kathleen and financial Tobé, qui est inclusion la specialist responsable et with prior spécialiste de and extensive l'inclusion experience in et de consumer la insights, social diversité development, et en and développement communication et en tailored to women. communication She pour recently served as a lead l'inclusion des author femmes. Elle a of servi the comme IFC leader Training Study de on Financial l'AFC Services, the key to pour les unlocking services the des études growth de of façon à women-led déverrouiller small le and medium enterprises for développement, firms. le potentiel des She is femmes. Et à l'heure currently actuelle, communication elle leads est en on train de multiple projects in communiquer sur Sub-Saharan différents Africa projets, de gérer and the différents Gender Lead on projets en Financial Afrique et Inclusion started l'inclusion in et les Africa-17 initiatives d'inclusion regions. féminine auprès de As a plusieurs director, régions. En tant consumer que insight and engagement directrice at et Women's World d'engagement Banking, Kathleen led pour work les with femmes de financial la Banque mondiale. institutions, Elle fait partie telcos, and des other institutions entities to comme Telco et deepen their Aventities de understanding façon à mieux of hard-to-reach comprendre client segments comment and on use the peut atteindre le insights segment to develop féminin very et sustainable aider le financial and développement non-financial et le solutions. financement des Kathleen also segments designed féminins. Et and aussi, led a Kathleen range a of comprehensive conçu marketing des and branding gammes et efforts un for leading marketing consumer companies. dédié She aux holds an produits pour MBA les from femmes. Elle Harvard a obtenu un University's Johnson MBA, donc Graduate une School of maîtrise Management. de Kathleen, you're l'école welcome. de financière. Catherine, Today we are bienvenue. here to talk Et about gender aujourd'hui, finance, Kathleen, which on is va a être very obligé de important parler. topic. Donc I think aujourd'hui, on va it's very gentiment common now in parler the de ce qui financial est sector fait in pour la Africa. diversité et l'inclusion des femmes au And sein de l'Afrique. before we do Et that, avant de démarrer, we would want nous to know who is in voudrions attendance. savoir qui est So présent en ce right moment, now qui you est should be able présent ou to est see the présent. Donc poll aujourd'hui, vous devriez voir un asking petit you a few sondage, questions. Please do vous go demandant to quelques the questions. poll S'il vous plaît, allez dans le section sondage, and dans la answer section Pôle, whether you're PO2L en from a anglais, pour dire commercial, d'où vous private venez, finance, si vous venez semi-financial institutions, d'un NGO, contexte regulator, d'institutions or financières, MSME. de Do let finances us ou know your autres. Donc, vous nous gender. donnez le type d'organisation Tell que vous us as représentez, well banque whether your financière, institution institution already microfinance, has a gender institution solution for financière de développement clients. financier, And also, we're ONG, interested in knowing why you're organisation de here today. formation. Et vous nous What's your dites si vous responsibility avez for your une institution? petite ou moyenne entreprise ou une Gender strategy or micro-entreprise et la policy, stratégie que or vous you're working avez. on your Et si vous institution's gender travaillez avec initiative and you'd les like to initiatives learn a little bit more about d'institutions, it, des or you're institutions de interested in learning développement about gender pourvoyant les finance in femmes, general, et or vous nous maybe you dites work de for manière Investor Joy, générale, vous nous or maybe you're parlez here d'où vous from venez, Equity. Do et let us Amélie know aussi qui est là. Donc, s'il vous why plaît, you're faites-nous here le so that we savoir, can pourquoi vous êtes adjust là, the quel type content to your needs. d'organisation que vous représentez, de Give me façon à a ce que nous few more puissions seconds. ajuster le So contenu this de notre first poll is présentation what pour type of vous. organization do you Donc, tout represent? d'abord, So we'll quel type close this one, d'organisation que vous see who we représentez? have Donc, in the pour le room. premier sondage, Paul, PO2L. So I'm hoping that you found the poll section and that you've been able to J'ose share with espérer que us. vous avez We're découvert où getting se the trouve results. le bouton vous permettant de We'll be répondre à continuing in a cette couple of seconds. question. Encore quelques instants. So everyone, please go to the poll option on your Nous voulons donc que vous appuyiez sur le bouton poll. Vous allez d'abord sur le bouton chat, puis sur le bouton poll, et puis vous trouverez la question: quel type d'organisation représentez-vous, avec les possibilités. L'idée étant que nous adaptions le contenu de notre présentation pour qu'elle profite à un maximum d'entre vous. Right. Thank you very much for voting. As we can
Merci. Nous avons des représentants d'institutions de microfinancement ainsi que des institutions financières de développement, des ONG et aussi des régulateurs. La question suivante est quel est votre sexe? Donc de même, choisissez votre sexe. Vous utilisez le bouton qui se trouve en bas à droite de votre écran et dites-nous quel est votre sexe. Nous attendons les réponses et nous passerons à la question suivante qui concernera la stratégie de votre institution. Et en a-t-elle une? Je vous laisse encore quelques instants sur votre sexe. As a reminder, from both the French and the English poll, we found out that most people here are from microfinance. Donc, la première question indiquait que la majorité des personnes proviennent d'institutions de microfinancement, sont des régulateurs et également des institutions financières. Ça, c'était pour les deux parties, anglophones et francophones. En ce qui concerne la question de votre sexe, 80% sont des femmes et 20% sont des hommes. Donc, question suivante, est-ce que votre institution a une stratégie de genre pour ses clients? Répondez à cette question pour que nous puissions la prendre en compte dans notre intervention. Okay, so we are expecting the answer for the next one. Nous devrions avoir vos réponses dans les quelques instants qui suivront. C'est intéressant de noter que la majorité des participants sont en fait des participantes, en particulier parmi les anglophones. Mais pour les francophones, nous avons davantage d'hommes que de femmes. La question actuelle est, votre institution a-t-elle une stratégie de genre pour ses clients? Je peux anticiper ce que nous allons dire. 50% des personnes francophones ont une stratégie de genre dans leur institution et du côté anglophone, 67% ont une stratégie de genre. Donc, Kathleen, ce thème est un thème qui est de plus en plus populaire. Pourquoi est-ce que les institutions financières se concentrent davantage sur les femmes? Est-ce que c'est une mode, tout simplement? Non, j'ose espérer que ce n'est pas une mode temporaire. La raison pour laquelle les institutions se concentrent davantage sur la question de genre, c'est parce qu'il y a une demande. Je vous donne un exemple. Il y a des petites et micro-entreprises qui ont besoin d'1,6 milliard de dollars de plus que ce qu'elles sont capables d'emprunter. Donc, il y a des opportunités pour les institutions financières. Nous avons également noté depuis un certain temps que les femmes sont un segment de croissance pour les institutions financières. L'Alliance financière
pour les femmes a mené à bien un sondage auprès de ses membres. Il y a quelques 60 institutions financières qui offrent des services aux femmes dans cette alliance. Et les sondages organisés par cette alliance, les résultats vont apparaître. Donc, chaque année, il y a davantage de femmes que d'hommes parmi leurs clients et les demandes de prêts. Et en plus, le même sondage a fait apparaître que la part de prêts qui sont dits non performants parmi les PME gérées par des hommes sont 2 fois plus importante que celle des PME qui sont dirigées par des femmes. Donc, il est clair que pour les institutions financières, les femmes représentent une opportunité. Donc, la première question que l'on peut poser, qu'en est-il des banques et des institutions de microfinancement qui offrent leurs services à des femmes, en particulier lorsque l'on pense aux prêts destinés à des groupes? Est-ce qu'elle pourrait faire davantage au niveau du financement pour ces femmes? Avant de répondre à cette question, j'aimerais poser la question à nos participants. Combien d'entre vous sont dans des organisations où vos clients sont principalement des femmes? Et comment le savez-vous? Est-ce que c'est parce que votre institution suit les données sur la base du genre ou simplement vous le savez et puis c'est tout? Donc répondez à cette question. Et nous aimerions savoir si dans votre institution, est-ce que la majorité des clients sont déjà des clientes? Est-ce que vous suivez l'évolution des chiffres, donc par sexe? Ceci peut faire la différence, en particulier lorsque l'on parle de stratégie de genre. Dans quelques instants, nous aurons les résultats à cette question. Donc, est-ce que vous le savez parce que vous avez un suivi des chiffres par sexe? Vous n'avez pas de système de suivi par sexe, mais vous êtes pratiquement sûr que oui, l'institution a une majorité de clientes, ou c'est non, parce que votre institution suit les chiffres et donc vous avez des chiffres à l'appui, ou c'est non parce que vous pensez pratiquement qu'il n'y a pas une majorité de clientes dans votre institution. La dernière possibilité est que vous n'êtes pas sûr de la réponse à cette question. Bien. I believe actually the wrong poll is up. So I'm seeing a gender finance poll. So why don't we just skip and go? Right, okay. Yeah. Okay, so let's assume that Alors, part of our audience already has a présumons majority of qu'une clients that partie are de women. nos participants we are ont des interested in clients knowing qui sont also principalement about, des you know, clientes. the Et impact of sexist quel segregated est data or not. l'impact But we do have de results, données Kathleen. What we see is that, concernant le sexe des 1/3 of clients? our Ce que nous audience, voyons dans les réponses, c'est qu'un does tiers not have des a majority of clients that are women, participants and they know n'a because pas they do track comme sexist client une segregated majorité data. de femmes And et ils n'ont pas 22% accès à des that has sexist données segregated data
et 62% qui ont accès aux données des agrégés disent qu'ils ont une majorité de femmes et quelques 27% nous disent qu'ils ne sont pas certains de quelle est la réponse. C'est intéressant de voir qu'il y a un pourcentage d'institutions qui suit les données des agrégés concernant le sexe de leurs clients. C'est très important d'avoir ces données pour savoir ce qu'il faudrait faire pour offrir un service aux femmes. Quels sont les produits qu'elles utilisent, quelles sont les opportunités de ce point de vue. Et si l'institution offre un service déjà en majorité des femmes, que font-elles? Eh bien, quel est l'environnement sur le plan du marché? Si, par exemple, une institution offre des services à 100 000 femmes dans un marché où il y a 2 millions de femmes qui n'obtiennent aucun service, il y a là la possibilité encore de croître pour l'institution. Et les institutions financières doivent donc découvrir quels sont les besoins des femmes pour essayer d'y répondre. Un exemple, la fondation Lee en Égypte, au Caire, c'est une institution qui avait 140 000 clients, dont 90% étaient des femmes, des prêts de microfinancement et une étude les a amenés à produire, à lancer 2 nouveaux produits, un produit d'évaluation de la trésorerie qui offrait davantage de crédit aux femmes qui avaient une trésorerie viable sans avoir de garantie, et puis un autre type de prêt. Après leur lancement, cette institution financière a augmenté de 40% ses clients et la proportion de femmes qui prenaient des prêts plus importants a augmenté de 50%. C'est un exemple de la façon dont les choses peuvent fonctionner et cela prouve qu'il faut comprendre son contexte pour avoir des résultats au niveau de l'institution. La majorité, même si la majorité des clients sont des femmes, il reste des choses à faire pour vraiment réussir à couvrir les besoins des femmes, c'est-à-dire identifier, déterminer où sont les lacunes, où sont les manques en matière d'offres de services. Il y a également un autre élément lorsque l'on réfléchit aux besoins des femmes. Il faut se demander si les femmes qui ont accès à des prêts peuvent avoir accès à des prêts de taille plus importante. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les contraintes qui peuvent être associées aux entrepreneuses? Alors, évidemment, la première contrainte est financière, les autres sont non financières. L'accès au financement est la grosse contrainte. Les femmes ont du mal à obtenir les montants de financement dont elles ont besoin, tout d'abord parce que elles ont un contrôle limité sur des actifs. Très souvent, elles n'ont pas, par exemple, de propriété à leur nom. Et même si elles possèdent quelque chose conjointement avec leur mari, cela n'a pas le même poids. Donc, c'est plus difficile pour les femmes. Et puis, autre problème, les connaissances qu'ont les femmes, les connaissances sont insuffisantes pour les femmes face aux banques. Elles ne savent pas comment avoir accès au crédit. Elles sous-estiment quels sont réellement leurs besoins. C'est en fait un domaine qui est un petit peu effrayant pour elles. Nous avons beaucoup de femmes qui, nous le savons, n'essaient même pas de trouver un accès au financement alors qu'elles pourraient l'utiliser. Et il
y a un autre type de contraintes, des contraintes non financières. Par exemple, la majorité des femmes n'ont donc pas d'actifs qu'elles peuvent donner en garantie, ce qui signifie qu'elles se retrouvent dans des secteurs de l'économie où l'on n'a pas besoin de garanties sous forme d'actifs, donc le commerce par exemple, mais souvent ce sont des activités qui sont moins rentables que les secteurs où vous devez avoir des actifs tels que la production de biens ou l'informatique. Et puis, il y a aussi une barrière, le fait que les femmes traditionnellement ne doivent pas participer à l'économie, aussi des contraintes de temps et de mobilité parce que ces femmes ont des responsabilités familiales. Et cela signifie aussi que si les femmes s'occupent uniquement de leur famille, elles n'ont pas vraiment de réseau social autour d'elles et elles ne peuvent pas promouvoir ce qu'elles fabriquent ou ce qu'elles veulent faire et le vendre. Donc, si vous avez un réseau social qui est très réduit, c'est beaucoup plus difficile de rechercher un financement. Et puis, elles n'ont pas vraiment d'exemple qu'elles pourraient suivre. Et puis aussi, souvent, elles n'ont pas le même niveau d'éducation. Et il y a des secteurs qui sont complètement exclus, tels que, une fois encore, la production de biens, l'exploitation minière, ce qui explique le fait qu'il y a 1,6 trillion de dollars qui manquent aux femmes, qui pourraient y avoir accès. Alors, vous avez parlé effectivement des normes sociales qui sont une contrainte non financière. Et ces contraintes peuvent être surmontées si l'on considère que cela n'est pas lié au fait que les femmes n'ont pas le potentiel nécessaire. On pourrait dire que les hommes ont à faire face aux mêmes défis que les hommes. Les femmes ont ces mêmes défis. Et nous avons d'ailleurs une question sur ce sujet. Les institutions financières, lorsqu'elles se concentrent sur les femmes et leur offre des services, est-ce que cela signifie que, du coup, elles négligent leurs clients hommes? Voyons si l'on peut faire apparaître cette question. Nous aimerions donc savoir, nous voulons simplement savoir quelle est votre opinion sur le fait que s'il y a une stratégie dans votre institution qui se concentre sur les femmes, du même coup, vous discriminez contre les hommes. Donc, oui, non, ou vous n'êtes pas certain. Donc, si vous avez une stratégie de genre qui favorise les femmes, est-ce que cela est un signe de discrimination contre les hommes? Oui ou non? Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, nous pourrons passer au point suivant et parler d'autres éléments du financement de genre. J'espère que tout le monde a accès à cette question. Une fois encore, est-ce que la focalisation sur les femmes résulte en une discrimination contre les hommes? Il est intéressant que 100% des participants considèrent que cela n'est pas un signe de discrimination contre les hommes. 100%. Donc, voilà une question réglée. De
quoi les femmes ont-elles besoin pour participer à égalité avec les hommes à l'économie? Et ce n'est pas simplement une question de financement. Tout à fait. Lorsque les institutions se concentrent sur une offre de services aux femmes, on ajoute quelque chose, on ajoute des opportunités, on ajoute des réseaux. Quels sont les éléments clés d'une proposition de service aux femmes entrepreneuses de petites et moyennes entreprises? Eh bien, il s'agit de leur offrir cet accès au financement et cela peut venir accompagner des choses comme une aide avec les frais de scolarité. Il y a également un problème d'éducation, de formation, comment se préparer à créer une entreprise. Est-ce que les femmes ont suffisamment confiance en elles pour faire face et dialoguer avec un représentant juridique? Nous devons également améliorer les compétences numériques, financières, aussi comment établir des relations avec les acheteurs, les fournisseurs, aussi avoir des réseaux qui permettent de parler à des femmes, aux femmes de parler à des femmes qui ont réussi, avoir des exemples à suivre, parce que si les femmes n'ont pas d'exemples qu'elles peuvent suivre, c'est très très difficile pour elles de croire qu'elles ont un potentiel. Donc, avoir de bons exemples, c'est un impact positif. Et puis, concernant les contraintes de temps et de mobilité, que pouvons-nous faire pour avoir une expérience de la banque à guichet unique, parce que les femmes doivent aller voir les banques. Ce n'est pas les banques qui viennent voir la cliente et lui disent nous vous offrons aussi par exemple des possibilités de réseautage, etc. Et ce serait bien d'avoir cette expérience de guichet unique bancaire grâce à des outils numériques ou de libre service. Merci, Kathleen. Vous avez parlé des besoins financiers, de l'éducation, des possibilités de réseautage, des mentors, les solutions numériques et interactives. Quelques 70% en fait pensent que ce n'est pas discriminatoire de se concentrer sur les femmes et non pas 100%. Tout le monde n'avait pas voté. Et d'ailleurs, ce qui est proposé pour les femmes pourrait être attrayant pour les hommes aussi. Tout à fait. Parce que l'on ne se concentre pas sur les femmes et l'on n'exclut pas les hommes. Ce que nous voulons, c'est offrir des opportunités plus larges pour tout le monde, mais certaines opportunités plus spécifiques pour les femmes. Lorsque l'on parle d'éducation, de formation, certains hommes ont besoin de cette formation en ce qui concerne les mentors et les bons exemples à suivre. Les hommes peuvent en tirer profit aussi. La plupart de nos participants voudront sans aucun doute développer, élargir leur stratégie de genre. Mais une stratégie de genre peut être un exercice coûteux. Est-ce qu'il y a vraiment un business case pour une stratégie de genre? C'est vrai que cela a un coût et je vais demander à nos participants de répondre à la question
suivante. Quelle est la raison principale qui fait qu'une institution se concentre sur un financement de genre? Est-ce que c'est une question c'est le fait qu'il y a de très bonnes raisons, un business case pour cela? Est-ce que c'est une question de responsabilité sociale de l'entreprise? Est-ce que c'est une question de se mettre en conformité avec la politique gouvernementale ou de se mettre en conformité avec des exigences provenant du bailleur de fonds, ou vous ne savez pas? Nous aimerions pour ceux d'entre vous, donc, si, à votre avis, la raison principale d'une stratégie de genre est parce qu'il y a un business case pour cela, parce que cela est la preuve d'une responsabilité sociale de l'entreprise, ou parce que vous pensez que c'est pour se mettre en conformité avec la politique de l'État de votre pays, ou bien est-ce que c'est pour se mettre en conformité avec les exigences du bailleur de fonds, ou bien vous ne savez pas. Et vous êtes ici simplement pour le réseautage. Et il faut avoir une réponse à cette question pour que votre stratégie porte ses fruits. Et comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous voulons simplement savoir quelle est votre opinion sur la raison principale de la mise en place d'une stratégie de genre. La moitié de nos participants pensent qu'il y a un business case pour cela. Et l'autre élément, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise qui a un rôle dans l'entreprise. La majorité, en fait, pense que c'est un bon business case et d'un autre côté, c'est une question de responsabilité sociale de l'entreprise. Bien évidemment, ce sont deux éléments importants. La responsabilité sociale de l'entreprise, c'est quelque chose de très important. Cependant, lorsque vous avez une bonne raison financière, un business case, c'est souvent ce qui motive une institution financière à poursuivre la voie dans laquelle elle s'est engagée. Et par conséquent, si il y a ce business case, cet argumentaire valable sur le plan financier, il y aura une stratégie de genre. Et il y a un retour sur investissement. Les institutions qui offrent à la fois des services financiers et non financiers peuvent devenir rentables, leur investissement devient rentable au bout d'1 ou 2 ans. Nous avons découvert que c'est vrai dans de nombreuses banques, dans de nombreux pays. Et il y a 3 moteurs du rendement des investissements. Et cela inclut ce que vous dépensez en matière de services non financiers aussi. Et les 4 moteurs de ce retour sur investissement, c'est davantage de recettes provenant de l'intérêt sur les prêts, une part supérieure du porte-monnaie du client grâce à la vente d'autres produits. En plus, le nombre de l'épargne augmente et en plus, l'institution peut récupérer des frais grâce aux services financiers qu'elle offre et puis une augmentation de la fidélité du client et un risque au niveau du portefeuille qui est réduit. La première chose qui était très intéressante, et c'est le principal contributeur en termes d'investissement et en termes de la mesure de celui-ci, donc avec les mesures, le cumul des mesures, lorsqu'on regarde le nombre d'emprunteurs et la valeur du portefeuille au fur et à mesure. Un exemple que vous pouvez voir ici, qui s'appelle BHT Lyon, qui est dans la République dominicaine, où ils ont un portefeuille
Banco BHD, donc Léon, qui a été fait une fois qu'ils ont lancé la proposition ciblée sur les femmes. Et donc, ils ont réussi à doubler les PME des femmes de 28% par rapport à 19% avant le portefeuille des prêts pour les PME gérés par des femmes. Et donc, ça a été fait comme service. Et puis ensuite, le partage du portefeuille. Par exemple, on peut voir pour augmenter par les ventes croisées. Ce qu'on peut voir brièvement, c'est que les femmes, lorsqu'elles font des PME, elles participent à des services non financiers et elles ont jusqu'à 2 produits supplémentaires par client qui peuvent être vendus. Donc, c'est la recherche qui a été faite avec l'EFC et on peut voir que les femmes, lorsqu'elles font les activités bancaires, il y a de nouvelles activités qui peuvent être vendues par vente croisée auprès des clientes. Et aussi, on a le volume de dépôts qui ont été faits. Donc, ça, c'est le volume de dépôts qui a été une surprise intéressante de voir. Et on a vu qu'avec plusieurs banques, lorsqu'on a analysé du point de vue de la banque LBC au BLC au Liban, il y a eu une croissance des dépôts faits par les femmes. Donc, il y a beaucoup plus avec les PME qui sont gérées par les femmes, les WSME en anglais ici. Et aussi, on a vu les revenus par honoraire qui ont été différenciés à ce propos en termes de coûts et de rendement, ROI en anglais, donc le rendement, et notamment avec les honoraires qui ont été payés, avec les frais qui ont été payés et que les gens payent. Et donc, on peut le voir avec le KCB Biashara qui a été fait au Kenya et ils avaient un club business qui est assez populaire et ils ont prélevé à peu près $100 US pour la cotisation membre pour l'année. Ça donne accès à des événements de réseautage, de prise de contact, traitement prioritaire dans l'agence et accès à des voyages qui permettent une meilleure exposition de l'entreprise. Et donc, c'est incroyable. Donc, ça montre que même les clients sont prêts à payer pour des services non financiers. Donc, ça, c'est incroyable de faire. Oui, tout à fait. Ça varie par segment de marché. Mais on est obligé de faire une proposition également pour le montrer. Et les frais eux-mêmes, les honoraires qui ont été payés, on peut le voir sur ceci avec les coûts. Et vous voyez que les frais qui ont été payés, les cotisations qui ont été versées couvrent largement les coûts. Donc, les frais, c'est le ROI, le rendement sur l'investissement, qui couvre 5 fois plus les frais de coût pour faire. Donc, lorsque vous cherchez à avoir des revenus supplémentaires, vous pouvez le faire. Et il y a aussi la fidélité, les services non financiers qui sont faits par les participants au sein de la banque, notamment les femmes. Les femmes tendent à être beaucoup plus fidèles pour les ventes croisées et le score de promotion net aussi qui est très important comme mesure et on peut le voir que vous pouvez le mesurer par segment et le score net de promotion féminin semblerait être plus important et on peut le voir par genre, par segment et on peut le voir le changement au fil du temps et l'exemple que l'on a aussi en termes de fidélité, loyauté en anglais c'est la fidélité et on peut le voir avec les programmes qui ont été faits et après le lancement pour le score de promotion net qui est passé de négatif à positif, qui a augmenté de 45 points pour le score de promotion net. Donc, c'est vraiment, on a besoin d'avoir d'exemples supplémentaires qui sont très importants. Donc, on sait que les femmes, c'est un peu plus élevé en termes de score net de promotion. Donc, on peut le voir avec ceci qui a été fait. Et on s'en aperçut aussi avec les femmes qui font des activités bancaires. Et ça a été retrouvé sur différentes sources bien variées, que c'était à peu près la même chose.
chose. Et le risque du portefeuille, bon, j'entends souvent que les femmes remboursent plus facilement. Ce n'est pas toujours le cas parce que des fois, quand on donne un prêt à une femme, ils vont le rembourser, mais en moyenne générale, ils ont tendance à mieux rembourser les prêts, mais ce n'est pas toujours le cas, mais généralement parlant, ils le font beaucoup plus. Les femmes sont beaucoup plus ciblées avec une offre qui est adaptée avec différentes offres et donc elles peuvent devenir des meilleurs rembourseurs ou rembourseuses à ce propos. Et c'est ce qu'on a vu, que lorsque les femmes clientes avaient tendance dans le portefeuille avec 50% de moins de NPL qu'on s'est aperçu aussi, et ça a été vu avec d'autres institutions, et on le sait que ça a été fait dans l'analyse. Et on peut le voir dans ces facteurs qui sont très importants, qui peuvent changer la donne à propos de la prise de décision pour voir ce que l'on offre, si c'est la belle chose à faire et comment on peut le faire en termes de responsabilité sociale d'entreprise. Et un exemple que l'on peut voir avec la banque Akpa qui est en Arménie, où le rendement ROI a été donc 6,5 fois le coût, soit 3 NFS, donc score de promotion nette, entre 2016 et 2018. Et on a regardé donc effectivement pour voir les PME, les portefeuilles de PME, donc Akabank, qui a été fait entre 2016 et 2018. Et on peut voir la petite case rouge, là, les coûts NFS, score net de promotion. Et donc, ça a été fait, ça a été rajouté. Et donc, le rendement ROI, le rendement qu'ils ont reçu, c'est 6 fois et demi en termes de bénéfices par rapport au coût, en termes de prêts, des prêts organisés, en termes de fidélité, en termes de partage du portefeuille. Donc, ça, c'est un exemple dans l'institution, quand ça a été fait avec le lancement, où on a eu la proposition qui disait que ça a été analysé des années après et on a vu les résultats. Et donc, parmi les femmes, les résultats du programme des femmes en affaires, on a vu avec ce programme qui a été fait, donc le rendement ROI qui a été fait, et on s'est aperçu que pour faire chez les femmes en affaires, on s'est aperçu qu'en moins d'un an, ça a été dynamisé par une conversion qui a été augmentée en prêt, notamment pour la taille du prêt, la taille moyenne du prêt qui a augmenté grâce au programme de fidélisation, de fidélité avec les mesures qui ont été prises. Donc, les femmes sont probablement là la plupart du temps. Donc, ça, c'est massif. Faites une petite pause. Faisons une petite pause avec cet exemple. On a une banque qui a d'abord développé un secteur de services non financiers pour les clients. Et dans ce programme, ils ont développé des solutions pour les femmes en termes de services financiers et non financiers. C'est dans les deux situations. Même, il n'y a pas eu de problème pour rentabiliser pour les produits non financiers au bout de 2 ans et même non financiers au bout d'un an. On s'est aperçu que les services non financiers et les services financiers, c'était incroyable. Il y avait un rendement, donc il n'y avait aucun problème. Donc, bien entendu, maintenant, on veut une autre recette. Si possible, ça va être ma question suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour concevoir un programme qui puisse réussir, comme c'est des exemples que vous avez montrés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire la petite recette pour réussir? Le premier, donc, pour déterminer les objectifs du programme, donc il faut les déterminer, que ce soit en RSE, responsabilité sociale d'entreprise, décider ce que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir. Donc, vous pouvez augmenter la base de la clientèle, augmenter la reconnaissance de la marque, augmenter la fidélité. Donc, il faut vraiment être clair avec les objectifs que vous voulez définir de votre programme. Une fois que vous l'avez, la première étape, c'est et donc je vais passer à travers ces 4 étapes. La première, c'est personnaliser l'offre selon les besoins et profils des différents segments. Donc, intégrer aussi donc une expérience en un seul endroit totalement intégrée, s'aligner sur les institutions pour dynamiser les résultats
voir ce que les champions de la catégorie disent, les incitations qui peuvent être faites sur la ligne de front en termes de personnel et d'effectifs et voir les autres composantes qui sont là pour former, pour que le tout se fasse tout en un et intégrer les mesures, c'est-à-dire des mesures qui sont prises pour effectuer les mesures de suivi, c'est-à-dire établir un suivi pour voir mesurer le progrès réalisé. En termes de numéro 1, personnaliser l'offre. On peut voir que les banques commencent à se déplacer, de faire une taille qui est adaptée pour tous. Ils commencent à faire des portefeuilles PME qui sont plus adaptés selon les besoins spécifiques des PME. Et donc, on voit pour les PME femmes. WSME en anglais, les PME femmes. Et on voit par exemple dans le tiers en haut, il y a les PME, donc SME en anglais, les PME. Et donc, c'est à peu près proche de la direction assez sophistiquée. Tiers 2, c'est les PME, donc plus ou moins les WSME, donc les PME femmes, qui sont à peu près 20 à 30% dans ce segment moins adapté. Et le tiers 3, c'est le micro, plus de 30% des femmes. Donc, au micro, généralement, vous avez à peu près 30% et plus, voire plus de femmes. Le tiers 2, c'est à peu près 20 à 30% et le tiers 1, c'est à peu près 5%. Ça dépend, mais la proportion des femmes qui sont présentes dans la pyramide. Donc, ce que vous dites, reprend Edwige, c'est ce que vous dites, Kathleen, c'est que la première étape, c'est tout d'abord d'avoir une segmentation qui nous permet de mieux comprendre comment ça se passe pour les différentes catégories. Ça peut être micro ou quoi que ce soit, ça peut être fait au sein des institutions. Et donc, on peut voir avec les faibles SME, c'est-à-dire les PME, SME en anglais, les PME. Est-ce qu'on peut voir que ça s'est fait en ayant des belles catégories? On peut donc personnaliser l'offre. Oui, c'est le cas, dit Kathleen. Pour reprendre, j'ai pour le rendement, pour comment c'est fait et tout, donc ça varie de pays à pays et de banque à banque et de microfinance à microfinance. Mais voici un exemple du tiers 1 dans le tiers 1. Donc, c'est les différences. Tiers 1, c'est souvent les entreprises listées. Les tiers 2, c'est les entreprises familiales, les associations, les partenariats, les micro-entreprises, c'est-à-dire les entreprises unipersonnelles. C'est plus dans le tiers 1 avec le secteur. Le tiers 2 a beaucoup plus de processus et de tiers 2. Donc, c'est plus les ventes, ces divisions et tout qui sont faites. Le tiers 2 peut être fait eux-mêmes avec l'aide d'un comptable, par exemple externe. Donc, vous avez ce type de choses, même en termes de relations avec les banques. Tiers 1, ça ne mélange pas le personnel et l'entreprise. Tiers 2, c'est plus mélangé. Ils peuvent même utiliser le même compte pour les deux entreprises et les autres. Et le tiers 2, c'est pour faire des transactions principalement en espèces. Ils ont une machine, ils ont des vendeurs. Le tiers 1, c'est principalement des transactions qui se déroulent moins en liquidité. Donc, c'est plus de liquidité en tiers 2. Donc, pour chacune, il y a des besoins spécifiques différents. Donc, il n'y a pas besoin de segmenter aux manières super et tout. C'est deux profils bien différents et selon le besoin, et c'est différencié selon les besoins. Juste pour ajouter, si je pouvais dire aussi à notre audience, posez vos questions si vous en avez dans le chat. Surtout, n'oubliez pas, on va ramasser les questions et on va les traiter au fur et à mesure qu'on arrive vers la fin de la présentation. Surtout, n'hésitez pas d'utiliser le chat pour poser vos questions. Allez-y. Donc, Kathleen reprend en termes de personnalisation. Le tiers 1, c'est vraiment pour le service. Ils ont une relation totale avec la banque. Ils ont des offres score net de promotion et des offres services non financiers. Donc, ça peut être un coaching. Ils ont des buts spécifiques, des objectifs spécifiques pour pénétrer sur des marchés spécifiques, pour faire du réseautage. Donc, c'est vraiment personnalisé dans le tiers 1 et les femmes qui font les PME dans celle-ci, les PMEF, pour elles, ça veut dire qu'elles veulent rencontrer, avoir des opportunités pour faire du réseautage avec d'autres femmes qui ont réussi
réussi dans les secteurs, donc ils veulent avoir des modèles de rôle, ils veulent se développer dans le tiers 1. Le tiers 2, en revanche, le tiers 2, on voit beaucoup plus d'institutions qui se déplacent pour avoir une relation bancaire directe, pour offrir donc des relations non financières. Donc, ça peut être pas nécessairement dédié, mais en termes de services non financiers qui ont été offerts, le tiers 2, c'est vraiment les PME qui ont une expérience bien fragmentée. Ils ont eu un prêt d'une institution financière, un compte commercial parfois ou pas. Ils ne savent pas où regarder pour avoir le coaching ou quoi que ce soit pour les aider. Ils continuent toujours à chercher les solutions qui leur sont bien adaptées pour ces personnes. Et donc, pour mettre toutes les offres ensemble, c'est important pour rajouter de la valeur. Et c'est aussi un segment qui peut bénéficier d'une meilleure, des logiciels et progiciels de gestion financière. Par exemple, Sage, QuickBooks et tous les autres qui se débrouillent bien dans de nombreux pays, qui peuvent les aider à mieux faire leurs finances et des événements qui sont faits spécifiquement pour les femmes ou autres, où ça leur permet de rencontrer et les femmes PME dans ce sujet. Donc, elles ont besoin d'aide pour mieux comprendre les produits financiers, pour mieux gérer, pour rassembler le tout, pour voir ce qu'elles doivent faire pour présenter leur cas auprès d'une banque, par exemple, pour avoir les aptitudes, les compétences douces, soft skills, les compétences douces, pour avoir plus confiance en tant que leader d'entreprise et pour avoir plus de modèles de rôle. Donc, on peut y réfléchir pour voir ce qui est offert pour les différents tiers 1, tiers 2, et pour la composante de personnalisation qui peut venir en jeu aussi dans le tiers 2. Et puis, l'expérience, la deuxième pilier dont on a parlé, cette expérience tout en un. One stop, ça veut dire tout en un seul lieu. Donc, c'est vraiment personnalisé. On peut offrir donc une expérience tout en un, principalement par les plateformes numériques avec un contact humain néanmoins, si besoin est. Et on peut certainement qu'il y ait de valeur ajoutée, quoi. Mais on peut y réfléchir et voir comment on peut effectuer une offre commerciale à travers la technologie, les plateformes, pour les mettre sur une plateforme. Et donc, par exemple, Amazon, vous pouvez voir, il y a des plateformes comme ça, tout en un, où les gens peuvent tout acheter. Et on peut avoir des services financiers personnalisés. Les banques commencent à les offrir. Et en termes d'éducation, comment on le fait sur ces segments et comment on peut remplacer le tout en un en une offre. Et donc, de façon à ce que ces clients n'aient pas nécessairement à les rechercher eux-mêmes. En termes d'éducation, donc ça, c'est le domaine éducation, comment on peut le faire pour la gestion et la formation qui peut être offerte, l'approche d'apprentissage mélangé, le mix en apprentissage, que s'appelle en anglais blended learning. On peut faire des appels Zoom ou des interfaces en présentiel ou en distanciel auquel on peut avoir accès par des plateformes à un moment donné approprié pour le client, et on peut ramener cette interaction et faire du coaching à ce propos. Donc ça, c'est des exemples qui peuvent montrer les différentes offres qui peuvent être faites tous sous un parapluie. Donc ça peut être à travers une appli, une combinaison des différentes plateformes, et l'offre est effectuée directement auprès du client. Numéro 3, communication. L'alignement pour les institutions. Donc là, il est critique de bien communiquer le programme comme priorité stratégique. Donc, c'est l'alignement sur les institutions financières, communiquer le programme comme priorité stratégique pour effectuer le suivi, pour considérer la performance, pour dédier une petite équipe pour gérer les services non financiers, développer
développer le programme qui est fait de façon à coordonner avec le personnel en ligne de front qui communique directement avec les clients pour effectuer la segmentation, pour former le personnel sur comment et pourquoi on peut servir les femmes, mieux communiquer, donner des incitations, une meilleure relation, développer, consolider la relation commerciale avec les femmes, effectuer le développement des portefeuilles et aussi lier ces objectifs à des objectifs non financiers ainsi que des objectifs financiers pour voir comment on peut allier les deux. Ça peut motiver et bien entendu déterminer si oui ou non on peut prélever des frais pour les services non financiers pour voir où se déroule la communication au sein de l'organisation, pour voir les indicateurs clés de performance notamment. Et donc ça, c'est mis de manière cohérente et constante. Quatrième, la mesure pour mesurer le progrès. Alors, la mesure, comme on l'a mentionné dès le début, cette mesure pour déterminer les différentes choses du programme, c'est tout critique. On peut voir la croissance du client à travers la marque, on peut déterminer les objectifs du programme, on peut améliorer l'attention, la fidélité, et on peut donc, ces objectifs peuvent souvent déterminer si oui ou non vous allez prélever des frais pour votre marque et pour les services non financiers, pour voir comment ça peut être fait correctement, pour voir les objectifs qui sont différents pour l'offre. Et donc, vous pouvez le faire, par exemple, le mettre tout en un sous un seul parapluie, sous une seule ombrelle comme produit. Et on peut également vérifier qu'on a les bons indicateurs clés de performance, les KPI en anglais, indicateurs clés de performance qu'on peut mesurer de manière régulière, par routine, ce qui est faisable. Et on peut, c'est pas toujours facile d'identifier les participants des services non financiers et de le faire par sexe, notamment. C'est pas toujours facile à faire, donc il faut vraiment décider ce qui a du sens. Et donc, je vais passer après une petite pause là pour voir si on a des questions qui nous viennent, mais autrement, je vais prendre un exemple pour vous le démontrer pour le cadre de travail et le cadre pour mesurer dans ce cadre le coût et le bénéfice. Faire le ratio bénéfice-coût dans le cadre. Est-ce que je continue? Est-ce qu'il y a des questions? On va vérifier. J'aime bien la façon dont vous l'avez réparti. Kathleen dit Edward, pour l'offre pour la faire selon les différents segments. Cela veut dire qu'en termes de granularité, il faut vraiment mettre en temps quantité juridique. Il faut pour effectuer la collecte et analyser les données selon la ségrégation par sexe, même les changements, comment c'est fait, et par exemple pour accueillir les clients et pour fournir et intégrer l'expérience tout en un, dans un seul endroit, tout en un, et l'étape 3 pour consolider un alignement avec les institutions. Donc, je pense que c'est l'une des choses, l'un des éléments les plus importants dès le début, parce que, comme je l'ai dit, la stratégie, c'est non seulement elle va être crédible, si au niveau de la direction, on peut communiquer en tant que tel, à la fois par voie interne et externe, et notamment effectuer aussi les mesures. Cette approche, elle est facile à s'en rappeler et elle peut donc facilement aider. Donc maintenant, je vous repasse la parole pour donner des exemples dans ce cadre de travail. Et avant que je vous repasse la parole, je voulais tout d'abord remercier FA qui a fait un commentaire à propos d'offrir un partenariat pour les services non financiers sur le style de vie au Nigeria. Je pense où ils ont travaillé avec 2 femmes actives au Nigeria et cela montre effectivement que les banques et les institutions financières doivent choisir et obtenir des partenariats avec les prestataires de services au sein des organisations et réfléchir pour voir ce qu'ils peuvent faire. Oui, tout à fait. À vous, Kathleen. Merci, Edward et Kathleen. Et donc, ça fait partie, effectivement, du réseautage, de la prise de contact, où on peut avoir les potentiels qui est analysé. Donc, juste pour vous faire passer les mesures et comment nous pouvons les trouver pour notamment le rendement, la rentabilité, ROI en anglais, retour sur investissement. On peut le voir dans le cadre du travail et donc on appelle ça cadre coût-bénéfice, coût-avantage. Donc, on peut lier à la mesure selon les aboutissements voulus pour définir les buts, identifier les indicateurs clés de
performance et faire le traçage des coûts. Donc, il faut identifier les bénéfices non financiers, déterminer ce que c'est les IPC, les ICP, indicateurs clés de performance, ou ce qu'on appelle KPI en anglais. Et donc, on peut avoir en tant que bénéfice améliorer la croissance du client pour les services non financiers. Et donc, il faut ajouter le tout pour voir le nombre total de participants dans un portefeuille, par exemple, les changements dans ces chiffres qui sont faits au fil du temps. Et le programme, le coût du programme, ça peut être important, ça peut être le coût d'effectuer le programme que l'on a mis en jeu, le coût de la plateforme numérique, on peut voir pour les coûts qui existent, les coûts du programme. Excusez-moi, mon écran a disparu pendant quelques secondes, donc je n'arrivais pas à le retrouver. Excusez-moi, je le recharge, dit la dame Kathleen. Et donc, un autre avantage qui peut être des revenus, les revenus, c'est intéressant de voir ça par le biais de prêts, de mesurer par segment, sexe et la taille du portefeuille, de voir les changements qui peuvent être faits au portefeuille. Donc ça, effectivement, c'est les choses de base que l'on peut mesurer. Et une fois que cela a été identifié, qu'on peut voir ce qui a été identifié en tant que mesure, on peut en voir plus facilement les avantages. Et d'autres exemples aussi, améliorer la fidélité, la rétention des clients et aussi le score de promoteur net pour, par exemple, le nombre d'années que le client a été actif. C'est une mesure pour le long terme, mais aussi le nombre de produits par portefeuille. Et donc, c'est des choses que l'on peut faire et diminuer le risque des portefeuilles, bien entendu. Ça, c'est de toute importance, non seulement par segment, par genre, par sexe et par les données que l'on a collectées, et soustraire le tout pour voir où que ce soit, pour notamment les services non financiers, donc les dépenses en capitaux, les dépenses pour les opérations qui ont été faites et tout, et pour développer le tout, et pour les frais généraux pour faire marcher la machine. Donc, on peut le voir en frais de capitaux et en frais opérationnels, en dépenses opérationnelles. Donc, les événements qu'on peut faire pour les événements, la formation, les produits qui sont faits, qui sont offerts directement. Donc ça, c'est un exemple d'une façon de considérer comment on peut effectuer le traçage pour voir le coût des bénéfices et des avantages et pour voir les offres. Et bien entendu aussi également le point que je voudrais souligner pour les challenges. Donc, il faut minimiser les défis pour effectuer les mesures. Il faut lier les indicateurs clés de performance au genre et aux services non financiers, de façon à identifier 2 ou 3 indicateurs clés de performance qui sont les mieux pour montrer si le programme répond aux objectifs commerciaux, focaliser sur le dernier, définir ce que c'est les PME femmes et mettre un processus pour saisir la répartition par genre au sein des PME, déterminer ce qui est réalistique en termes de capacité d'infrastructure informatique, établir une ligne de base, les valeurs de base et mettre le tout en marche pour effectuer le suivi par le personnel sur la ligne de front. Donc, ça nous montre effectivement si on n'est pas obligé de tout mesurer, mais on peut mesurer effectivement ce qui est mesurable pour voir de manière régulière si le programme marche ou pas. Il est important aussi de définir ce que c'est exactement les PME femmes, par exemple si la femme détient vraiment l'entreprise ou si elle est actionnaire principal, et définir exactement ce que ça veut dire et de mettre le système à exécution. Donc, ça peut être, par exemple, lors de l'ouverture d'un compte, on peut saisir le genre de la personne qui ouvre le compte pour déterminer si c'est une femme ou pas. C'est facile à voir et c'est beaucoup plus facile que faire de l'ingénierie inversée pour retrouver les origines, les données d'origine. C'est plus facile à le faire dès l'ouverture d'un compte, par exemple, et aussi pour voir la capacité, comment on peut établir aussi une ligne des valeurs de départ pour voir si on va atteindre les objectifs qu'on a déterminés pour effectuer ceci.
Donc, déterminer les objectifs, qui est dans votre portefeuille, qui sont là, comment on peut le faire et comment on peut l'exécuter en tant que performance. Et donc, effectivement, donner la formation personnelle de la ligne de front pour le produit, pour effectuer un contrôle continu de façon à mesurer l'évolution. Donc, j'ai partagé tout ça en 1 heure et maintenant, je vais arrêter et vous remercier à vous tous pour avoir participé, nous avoir rejoints aujourd'hui. Et je vais demander à Edwige de partager les questions si nous en avons des questions parce qu'il nous reste à peu près 25 minutes. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions, on va les traiter. Merci beaucoup, Kathleen Edwige, pour cette présentation ce cadre de travail. Et ça nous donne une idée pour voir la direction que l'on peut prendre et pour que notre audience, pour qu'on comprenne comment elle peut développer une stratégie selon le genre. Peut-être les éléments clés qui ont été très puissants, que vous avez mentionné, l'un de ceux-ci était le fait qu'il faut s'assurer que vous ayez une offre valorisée pour les femmes, qui soit personnalisée selon leurs besoins, qui, disons, le permettent d'avoir une offre secondaire de façon à satisfaire beaucoup plus de clients, pour faire des choses non seulement intéressantes dans le parcours, mais même en termes de plan de catégorisation et également pour avoir une relation beaucoup plus étroite avec ses clients de façon à ajuster le tout selon leurs besoins. Et donc, les femmes peuvent le faire avec les différentes sous-catégories. Donc, le parcours en lui-même est valable et on le comprend d'après votre présentation. Et n'oubliez pas non plus que même si la chose totale semble onéreuse en termes d'investissement, vous allez toujours trouver une façon de le faire de manière modulaire. Ce n'est pas nécessairement que vous faites tout en un dès le début, mais par exemple, il y a des choses qui sont gratuites, comme vous avez dit, d'avoir des modèles de rôle et comment c'est important pour mesurer et pour faire les choses de façon à montrer les récits et les partager. Et donc, pour le faire, dès que vous continuez à le faire pour ajouter un élément dans votre stratégie, vous n'avez pas besoin de faire tout en un. Je vais vous lire les questions. Nous avons une question qui vient de Suzanne, que nous remercions. Kathleen, comment suivez-vous les résultats en matière de développement de ces stratégies? Est-ce que c'est une tierce partie qui évalue les choses? Et donc, est-ce qu'il vaut mieux donc laisser une tierce partie évaluer ces développements? Les résultats de développement, ça pourrait être l'impact sur l'entreprise ou le business case. Le business case, ça, c'est quelque chose que l'on peut évaluer en interne. En ce qui concerne une approche RSE, cela sera suivi par d'autres. Il y a des façons de suivre les résultats en matière de développement à travers des sondages auprès des clients. Et en général, c'est une tierce partie qui s'en charge. Et ce qui est généralement géré par une tierce partie, c'est ce qui est basé sur des études. Est-ce qu'il faut à la baseline avoir une étude avant de lancer la stratégie pour voir quelle est la situation, afin de pouvoir voir son évolution au fur et à mesure. Et il est très important de comprendre ce que le client pense. Et vous pouvez faire des études pour découvrir quels sont les services que le client, la cliente dans ce cas, recherche. Vous pouvez demander à une agence externe de le faire. Vous pouvez lancer une étude à travers des
questionnaires qui seront lus dans des centres d'appel. Vous pouvez demander aux clients de fournir un retour d'expérience grâce donc à un questionnaire une fois encore. Another question, we are not quite done yet. Une autre question. En dépit du fait qu'il y a une base importante de femmes entrepreneurs en Afrique, pourquoi les institutions financières n'ont pas vraiment en place ce qui est nécessaire? Alors, si vous avez déjà votre base de clientes, vous pouvez mener à bien des études et pour voir s'il y a des besoins supplémentaires. Il y a un certain nombre de produits financiers qui sont excellents pour les femmes, mais est-ce que ces produits financiers exigent des garanties? Est-ce que vous avez des femmes dans votre portefeuille de clientes qui pourraient prendre des prêts d'un montant plus important, mais qui n'y ont pas accès parce qu'ils exigent des garanties? D'autre part, y a-t-il des clientes qui n'arrivent pas au milieu à avoir accès aux prêts alors qu'elles ont les compétences, les idées pour ouvrir une petite entreprise? Et il faut donc que vous suiviez, que vous étudiez comment vos produits sont reçus. Il faut que vous parliez aux clientes. Il y a encore des possibilités de croissance parce que les offres destinées aux femmes ne couvrent pas toutes les femmes qui sont intéressées. Les statistiques démontrent que nous avons de nombreuses femmes dans les institutions financières. Sur le plan qualitatif, il est important de parler à ces femmes pour vérifier que leurs besoins sont bien satisfaits. Une autre question maintenant, l'accès au financement pour les femmes de la République démocratique du Congo, tout étant limité en raison de l'infrastructure de transport, en raison du niveau d'alphabétisation, en raison du niveau d'éducation. Comment pouvons-nous améliorer le taux d'accès aux services financiers pour les femmes? Edwidge, tu es experte dans le domaine de la République démocratique du Congo. Ce que je dirais sur la RDC, mais cela s'applique à d'autres pays africains également, c'est que l'infrastructure n'est pas bonne, ce qui signifie que le travail des institutions financières n'en est pas facilité. Dans certains domaines, la technologie peut aider, évidemment, s'il y a une infrastructure technologique, mais il est clair que dans les années à venir, la majorité des personnes n'auront pas accès à ces services financiers. Par contre, il y a des régions en zone urbaine et même en zone rurale où les femmes ont accès à la technologie mobile, mais là, les institutions financières ne couvrent pas les besoins de ces femmes. Et je crois qu'il faut commencer avec ce qui est évident, en quelque sorte, comme on dit en anglais, les fruits qui peuvent être cueillis sans faire aucun effort. Et donc, pour la stratégie financière, couvrez d'abord la région dans laquelle vous êtes, offrez ce qui est facile à offrir avant de vous étendre davantage. Donc, il s'agit peut-être d'améliorer le réseau lorsqu'un réseau a déjà commencé à exister. Ensuite, d'encourager les personnes à utiliser les technologies mobiles.
Et puis aussi voir si l'on peut développer l'accès aux services non financiers. Vous avez aussi mentionné le manque de garantie. Et ce n'est pas la seule façon d'offrir des prêts avec garantie. Il y a sans doute d'autres façons de faire. L'évaluation de la trésorerie, en fait, il y a la trésorerie d'un côté et certaines institutions financières augmentent leur souplesse en matière de garantie. L'escompte des factures pour les clients qui sont de plus grosses clientes. L'évaluation de la trésorerie exige une formation, exige aussi un système de suivi. Il faut donc que ceux qui assurent le suivi comprennent bien le secteur dans lequel évoluent leurs clientes. Et il peut y avoir un risque qui est associé. Cependant, cela peut être profitable. Si je reviens à cette institution financière du Caire, elle a pris 2 ans pour mettre à bien l'évaluation de la trésorerie de leurs clientes et ceci leur a permis d'accroître leur portefeuille de 40%. De même, au Kenya, elles ont fait la même chose pour leur portefeuille de MPME et ont augmenté leurs recettes en conséquence. Mais il faut faire un effort au départ. La solution n'est pas une solution rapide, cela prend du temps. Et des efforts. J'ai en tête le cas d'une situation de microfinancement qui a décidé de créer un produit pour aider les femmes entrepreneuses sous forme d'actifs. Et comme tout le monde se plaint toujours qu'il n'est pas possible d'avoir de garantie sous forme d'actifs, c'est une offre qui n'est pas destinée à tout le monde. Il faut une analyse de chaque cliente pour voir s'il est possible pour cette personne d'acquérir des actifs. Mais maintenant, ils ont ce groupe de clientes qui possèdent des actifs et qui peuvent obtenir des prêts d'un montant plus élevé. En ce qui concerne l'accès des populations rurales aux prêts et l'inclusion financière et la question de genre, ce n'est pas quelque chose qui peut être traité par une seule partie prenante. Ce qui est très important aussi, c'est le travail de plaidoyer auprès des institutions locales afin qu'elles apportent leur appui aux initiatives d'accès au financement. Je vais revenir à cette première question concernant l'importance des connaissances financières. L'un des participants nous a dit que la majorité de leurs clientes ont un niveau d'éducation qui est bas et cette participante se demandait s'il est important d'intégrer des produits de formation financière dans la stratégie de genre. Cela est en effet important. Et d'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, il y a une étude en cours sur ce thème.
Une fois que vous avez un système de prêt collectif, la formation est là. Mais lorsqu'il s'agit de prêts individuels, il n'y a plus de formation financière. Donc, que ce soit obligatoire ou pas, ce n'est pas ce qui est important. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait cette offre de formation, que ce soit sous forme de webinaire, sous forme de face-à-face. Il faut réfléchir à la formation qui est nécessaire pour pouvoir accéder à ces prêts. Et il faut s'assurer que les connaissances sont là pour la gestion de l'entreprise. Et vous avez très souvent, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, qui ont noté quelles étaient leurs dépenses, quelles étaient leurs recettes et qui après ne savent pas quoi en faire. Comment traiter ces chiffres et ne savent pas vraiment tirer la conclusion de ces chiffres, savoir quel est leur niveau de stock, savoir si effectivement ils ont dégagé un bénéfice ou accusé des pertes. Bien évidemment, cette formation n'a pas à être obligatoire, tout dépend des institutions financières concernées, mais il faut qu'il y ait une formation aussi générale, une formation commerciale générale, comment par exemple assurer la croissance de votre entreprise, comment gérer votre trésorerie, ce genre de choses. Right. We understand that the same way lorsque l'on parle de prêt collectif, il y a donc un composant important de formation, mais au niveau des prêts individuels, cette formation n'est pas nécessairement disponible, mais il y arrivera un moment où cette formation devra être offerte par quelqu'un au sein de l'institution financière. Et vous pouvez l'appeler conseiller financier dans l'institution financière, mais cette formation est nécessaire et cela peut être intégré simplement dans la façon dont les services sont offerts. Et il est très important de ne pas tout faire en même temps, parce que souvent, ça vaut la peine de commencer avec quelque chose à petite échelle et puis de grandir, de suivre comment chaque étape est franchie. Cela prend du temps, mais c'est la meilleure façon de faire. Et cela vaut la peine de prendre le temps de commencer petit, de voir ce qui marche bien pour votre institution et de construire sur la base de chaque étape. Nous avons entendu des questions intéressantes. Il nous reste encore 1 ou 2 minutes. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Les diapositives seront disponibles ainsi que la bande son et vidéo de cet atelier. Après cette séance, ne fermez pas votre ordinateur. Il y aura un autre sondage pour que nous prenions en compte votre opinion pour les programmes à venir. Et puis, nous passerons à la séance de clôture. Il reste quelques minutes, je le répète. Une question nous vient de Cafri maintenant. Il y a un grand nombre de femmes qui n'ont pas de carte d'identité.
Et cette carte d'identité est importante pour commencer un rapport avec une institution financière. Alors, que peut-on faire dans ce cas? C'est vrai que nous avons des institutions de microfinance qui peuvent vous aider dans ce cas, en particulier pour ce qui concerne l'obtention d'un document d'identité. Donc, il y a de nombreuses institutions, je répète, de microfinance, qui aident les clientes à établir leur identité. Il y a un certain nombre de marchés où un document officiel d'identité n'est pas nécessaire, mais où d'autres documents peuvent être acceptés comme étant valables. Et c'est vrai qu'avoir accès à un document d'identité est très important. Et puis, si la cliente décide de former une entreprise, l'institution financière peut les aider à enregistrer cette entreprise. Je connais une institution qui a un programme pour aider ses clientes avec les documents d'identité et aussi à enregistrer leur entreprise. Ceci fait partie de leur stratégie RSE. Et ceci, bien sûr, les aide à avoir accès aux services financiers. Bien. Il nous reste encore un petit peu de temps pour prendre une ou deux questions. Je vous rappelle que les diapositives de toutes les séances de formation seront disponibles sur la plateforme msete.eu et vous aurez accès aussi à toute la bande son. Et après cette séance de formation, il y aura un sondage sur les besoins pour les webinaires à venir et la conclusion. Kathleen, quelques remarques de clôture peut-être. J'aimerais remercier tous les participants et participantes aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura donné une idée de comment mieux servir les femmes, comment cela peut être profitable pour votre institution financière. Nous allons clôturer cette séance et dans quelques 10 minutes, nous commencerons la séance de clôture de l'Académie de la BEI. J'espère que vous aurez pu, grâce à cette séance, établir de nouveaux contacts. Merci une fois encore. Merci Kathleen et j'espère bien retravailler avec vous.